vous avez remarqué que je fais des analyses économiques, des analyses géopolitiques et des analyses sur le cinéma. Alors pourquoi pas faire des analyses sur les dessins animés? Je suis de 1979, donc mon enfance c'est les années 80 et mon adolescence c'est les années 90. Euh, Moi j'ai apprécié la période des années 80-90, j'en garde un bon souvenir au niveau des, des enfants et des adolescents qui avaient un état d'esprit sympa. Je pense que ça doit probablement être la même chose pour les jeunes d'aujourd'hui. Euh, je me souviens d'enfants et d'adolescents gentils, pas mesquins, avec des valeurs et qui étaient peut-être un peu moins si vous voulez, on peut comparer la télévision des années 80-90 avec la télévision d'aujourd'hui. Il y a beaucoup moins d'hystérie. Dans les années 80-90, il y a beaucoup moins de mesquinerie et de vices, si vous voulez. Il faut bien comprendre que Internet a focalisé l'attention des gens, notamment dans une superficialisation scientifique qui est accompagnée avec le porno, si vous voulez, la pornographie. Et que tout ça n'était pas présent dans les années 80-90 et que c'est ce qui explique peut-être que les jeunes étaient plus sages à cette époque. Et on peut comparer, j'ai dit, dans les années 80-90, et même si on est critique envers les animateurs et les émissions pour les enfants, Club Dorothée, ce genre de choses, puisqu'il ne faut pas être naïf. Azoulay qui tient la AB Productions, euh, bon, c'est l'initiation de la carte de club chez les enfants, si vous voulez aussi. C'est-à-dire qu'on peut critiquer le club Dorothée. C'était. Une dame, je ne sais pas ce qu'elle est devenue depuis, qui s'appelle Ségolène Royal, qui était députée à l'époque, qui a écrit un livre qui s'appelait Le ras-le-bol des bébés zappeurs, dans lequel elle disait tout le mal qu'elle pensait des dessins animés japonais, d'Abbé, du Club Dorothée, et où elle déclarait qu'il fallait revenir à l'époque de Bonne Nuit les Petits. Bon, ce qui était formidable, puisque Jacques Samin, qui était l'un des réalisateurs principaux du Club Dorothée, ça a été le créateur de Bonne Nuit les Petits. Donc il a appelé Ségolène Royal, qui lui avouait qu'elle n'avait jamais vraiment regardé le Club Dorothée, mais qu'elle avait écrit ça pour des raisons politiques. Parce que pour se faire remarquer, elle était une jeune députée, il fallait qu'elle débute. Bon, après, je ne sais pas si c'est les portés bonheur, parce qu'on n'a plus entendu parler jamais, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, le CSA, donc, il y a une campagne de presse, ça a été repris. Le CSA s'est ému, donc on a été convoqué par le CSA. Et au CSA, moi j'ai eu un discours très clair et très simple. J'aurais dit, vous avez raison, les animés sont violents, et c'est pas bien pour les enfants de refaire des animés français. Je vais vous proposer quelques scénarios. Voilà, c'est l'histoire d'un homme dans un pays qui dit qu'il est prophète. Donc il fait une sorte de résistance, il est arrêté, on l'attrape, on lui lance des pierres, on le crucifie, mais après on pourra faire du merchandising avec les petites croix. Ou alors j'ai une autre histoire à vous proposer, c'est une jeune femme qui délivre la France, mais à la fin on la brûle sur la place d'Orléans. Ou alors j'en ai encore une autre, c'est Pharaon, parce que je vais faire toutes les religions un petit peu, qui égorge les premiers-nés. On vit dans une culture qui est une des cultures les plus violentes dans laquelle baignent nos enfants. Si on parlait du petit chaperon rouge qui est mangé par le loup, du petit poussé qui est abandonné par ses parents. Donc on vit dans une culture qui est très violente. Les Japonais ne sont pas plus violents que nous. Ils ont des histoires avec des monstres de l'espace qui explosent. C'est pas plus violent que des premiers-nés qu'on égorge, ou que le petit poussé qui se perd, ou que la mère de Bambi qui se fait tuer par un chasseur. Ça les a calmés. Bizarrement, après, on n'a plus eu de plaintes. Et en plus de ça, comme on était, et on est toujours des gens responsables, on a décidé avec Dorothée et TF1 de faire visionner tous nos dessins animés par des psychologues qui ont tout visionné, qui nous faisaient faire quelques micro-coupes de temps en temps, puisqu'on faisait pour que ça ne choque pas l'enfant le plus sensible, donc on faisait quelques micro-coupes dans les mangas, et puis tout est bien passé, puis ça s'est calmé. Et puis après, c'est devenu culte.
Bon, on peut dire ce qu'on veut du Club Dorothée, c'était pas blanc comme neige, c'est le moins qu'on puisse dire, mais au moins, si vous voulez, comment ça se passait? Tu sortais de l'école et à l'heure du goûter, tu regardais les dessins animés. Il y avait une équipe d'adultes qui allait chercher des dessins animés et qui présentait les dessins animés. Ça veut dire c'est un peu la retranscription, si vous voulez, des adultes par la médiation de la télé qui s'occupent aussi un peu des enfants. Alors même si c'était pas inintéressé, et moi je n'étais pas un fan du Club Dorothée au niveau des animateurs et des émissions qu'ils proposaient. Hein. Je ne suis pas un fan des musclés ou des émissions avec des Il Gueugueux ou des trucs comme ça dont je me souviens. C'est la merguez partie. Bernard Minet, vous étiez également chanteur au sein des Musclés. On parle des thèmes des chansons. On découvre dans votre livre que les sujets chers aux Musclés, le côté franchouillard, le saucisson, eh ben, c'était pas vraiment votre délire. Non, je le dis, oui, Claude le dit aussi, Framboisier le dit. Mais voilà, nous étions des bons soldats. Et puis ça nous faisait rigoler quand même. À part, moi, ce que je regrette le plus, c'est ce clip, la chanson Mathilde Amé. C'est Mathilde Amé. Si tu entends notre chanson, on t'attend tous à la maison. On a acheté du saucisson. C'était vulgaire ce clip. Je trouve quand même, oui. Mais vous savez, on était pris dans un truc et puis on était... Non, voilà, non, on regrette rien. Ça faisait partie aussi, voilà, du groupe franchouillard. Framboisier en a fait allusion. Souvent, on a demandé à Jean-Luc d'arrêter le saucisson. Mais voilà, et puis de toute manière, plus il en parlait à Jean-Luc, et plus Jean-Luc il mettait du saucisson. Les filles, c'est ce qu'il y a de meilleur avec une tranche de saucisson. Les filles, c'est ce qu'il y a de meilleur avec un air d'accordéon. Les filles, c'est ce qu'il y a de meilleur avec une soupe au potiron. Les filles, c'est ce qu'il y a de meilleur, elles méritent bien cette chanson.
Moi, ce qui m'intéressait, c'était les dessins animés. Mais il y avait quand même des animateurs pour tenir l'émission. Aujourd'hui, je regarde un peu Alors, aujourd'hui, il y a une explosion des chaînes, si vous voulez. Malheureusement, hein, pour parler du monde de la télévision, dans les années 90, il y a eu Canal+. Et c'était la porte d'entrée de l'esprit Canal, si vous voulez, c'est la platitude, c'est les Français qui commencent à tourner mesquin avec l'introduction de la pornographie et de la stérilité. Si vous voulez, moi j'ai un très mauvais regard sur Canal+, qui est une chaîne payante, privée, avec l'introduction du porno. Et puis, moi je ne suis pas du tout Groland et ces choses-là, je trouve ça extrêmement vulgaire. Je ne suis pas non plus Charlie Hebdo et ce genre de choses. Je déteste les caricatures, pour être honnête. Je trouve que je trouve ça extrêmement, comment dire, cruel, bête et mesquin, si vous voulez. J'aime pas du tout ce genre de choses. Et si je mets ça en relation, c'est un sale esprit qui vient de Canal+ pour moi. Et si on compare la télé, on voit que progressivement, l'esprit Canal va éclater la télévision et on va voir, dans les années 80-90, il y avait quelques chaînes de télévision. Il y avait la 1, la 2, la 3, il y avait un peu Arte, qui était déjà bizarre à l'époque, même si c'était aussi paradoxalement avec des choses intéressantes. Et puis il y avait la 5, M6 si vous voulez. Hein, et puis les blaireaux qui voulaient payer pour regarder le porno et se farcir les émissions de Denisot et ce genre d'imbécilité. Et ben écoutez, il y avait Canal+. Voilà. Mais moi, j'ai jamais été dans cet esprit-là. Ma famille a jamais, du côté de ma famille, il n'y a jamais eu d'abonnés à Canal+, si vous voulez. Hein. C'est pas, je suis pas d'une famille qui est des beaufs, si vous voulez, hein, ou gosses de riches, si vous voulez, parce que ça va avec la boboïtude aussi. Hein. Et donc, l'introduction de la pornographie par l'esprit Canal+, hein, pour comparer, moi, je préfère de loin les inconnus aux nuls, si vous voulez. C'est un état d'esprit. Même si, vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui ont un peu Et c'est l'esprit Canal+ qui s'est imposé. Ça arrive à Hanouna, si vous voulez, hein, dans la déclinaison, on voit c'est-à-dire qu'il y a eu un éclatement, il y a eu le satellite, il y a eu des chaînes, il y a eu une dispersion, si vous voulez, et ça va avec un enfoncement dans la privatisation à outrance, un multiculturalisme, et puis la déportation, le détournement de l'Amérique, de la France vers le néocolonialisme américain. Tout ça, c'est lié. Hein. Vous savez, quand Chirac part, Sarkozy arrive. Et la France passe de pro-palestinienne, peut-être qu'en apparence, allez savoir, à pro-israélienne. Et tout ça, c'est l'esprit Canal. C'est, en fait, la génération de mai 68, mise en place par les États-Unis pour dégager De Gaulle, qui arrive au pouvoir progressivement. Et on voit un rapport au monde plus stérile, avec une perte des valeurs et d'une société, moi, ce que j'appelle la tapétocratie, c'est-à-dire des gens qui se complaisent dans l'enfermement matérialiste, le culte de la science, et puis la mesquinerie, si vous voulez. Et voilà, pour moi, regarder le Groland, c'est vraiment une aberration, c'est-à-dire c'est se manquer de respect. C'est la vulgarité et la bêtise, si vous voulez. Je ne suis pas de la France... je suppose que je représente je suppose que je ne... Beaucoup de gens sont comme moi, c'est-à-dire qu'on n'attire pas l'attention, on est peut-être plus nombreux que ceux qui monopolisent l'attention, mais je ne suis pas sûr que l'esprit Canal+ soit le fait d'une majorité de gens. Peut-être que c'est plus une minorité élitiste qui va vers Canal+. Et ça va avec la dégradation patronale, hein, qui est devenue, si vous voulez... totalement laxiste et hystérico-gauchiste, si vous voulez. Alors, comprenez que pour moi, la droite et la gauche, c'est du gauchisme. Hein, puisque, si vous voulez, c'est pour vous dire mon raisonnement, l'assassinat de Kennedy voit l'imposture de l'Amérique de Lyndon Johnson, qui est une Amérique raciste.
mais le meurtre de Kennedy est fait par, pour moi, hein, l'extrême droite raciste américaine, c'est déjà du gauchisme. D'ailleurs, il médite toujours le meurtre du père sur des cultures inférieures. Et ça va produire Woodstock et mai 68 en France, Woodstock pour les États-Unis en 69, et mai 68 en France. Et pour moi, les gens qui s'inscrivent dans cette mouvance, c'est du gauchisme, avec une branche de droite et une branche de gauche. Et malheureusement, ça a impacté donc évidemment les médias. Donc vous allez me dire, il fait une distorsion, gna gna, mais on va revenir au thème principal, les dessins animés. Parce que les dessins animés, c'est pareil, si vous voulez. À mon époque, on avait des dessins animés avec des jolis dessins, avec des valeurs. Même, regardez, on peut dire G.I. Joe. G.I. Joe, même, vous regardez le G.I. Joe dans les dessins animés de G.I. Joe à l'époque, quand les vaisseaux des méchants explosaient, on ne voyait pas un méchant mutilé. Il y avait un parachute pour montrer que le type ne mourait pas, si vous voulez. Et Cobra avait le méchant de G.I. Joe. Si vous regardez, il y avait un rapport subtil de lutte intra-américain. Parce que Cobra avait des véhicules qui étaient de l'armée américaine, hein, notamment du Vietnam. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport entre le pôle militaire sombre et puis une autre Amérique. Et on retrouve, parce que pour parler des dessins animés, il y a une connotation dans tout dessin animé. Dans Transformers, par exemple, moi j'aimais beaucoup cette série, le chef des gentils, les Autobots, et donc Optimus Prime, était un camion. Et si vous regardez les méchants, il y avait la plupart des sbires de Megatron qui se transformaient en pistolet nazi, c'était des F-15. Hein, le Starscream, son bras droit. Et ça, c'était la lutte du monde ouvrier américain, la société, la classe moyenne contre le pôle sombre militaire américain. Et c'est induit inconsciemment dans les dessins animés, si vous voulez.
faut pas croire qu'un dessin animé, c'est juste bête, si vous voulez. Par exemple, qui peut croire que Goldorak, c'est un dessin animé nationaliste japonais? Il faut le savoir, Goldorak, c'est les produits japonais qui luttent contre les Golgoth, c'est-à-dire les produits américains, qui sont... vous regardez, Goldorak défait toujours les Golgoth 14, 13, 12, les trucs produits à la chaîne, et en fait, c'est censé parler des défauts de fabrication des produits américains, parce que le Japon était soumis en 39-45, et que donc il y a quand même un esprit japonais de refus de soumission aux Américains, si vous voulez. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité. Et subtilement, vous allez me dire, parce que tout est lié, vous regardez Fukushima, illustre ce qui est décrit dans Goldorak. Vous allez me dire, il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Fukushima, ce sont des centrales nucléaires faites par les Américains. Alors, quand on parle de produits américains avec des défauts de fabrication, on en arrive à... Parce qu'il y a eu, par le drame de Fukushima, la mise en avant de la corruption de la société japonaise, c'est vrai, mais surtout de la défaillance des produits made in America, hein, puisque Et donc, les dessins animés ne sont pas naïfs, ils abordent une réalité subtile de la société qu'on retrouve dans des tragédies comme Fukushima. Donc, vous voyez, les dessins animés sont très intéressants et riches d'enseignements. Alors, évidemment, quand on parle de dessin animé, l'école japonaise est bien au-dessus du lot. Les Japonais ont une culture du dessin animé et aussi, ce qui est plaisant dans les dessins animés japonais qu'on avait dans les années 80-90, c'est l'aspect familial et ludique qu'on trouve, que tout le monde aime bien. Et il faut savoir, les Japonais ont un rapport à l'enfance qui est beaucoup plus sympa, si vous voulez, que les sociétés occidentales. Il y a beaucoup plus d'attention portée aux petits Japonais, avec des comportements parentaux différents et une attention particulière aux enfants. Alors je ne dis pas que c'est parfait, évidemment, il y a des dérives, mais il y a des choses tout à fait intéressantes dans la culture japonaise. Je dirais que la deuxième culture qui produit des dessins animés qui est aussi intéressante, c'est évidemment les États-Unis. Alors avec des productions souvent issues de l'école de Beverly Hills, c'est-à-dire bon chic, bon genre. Mais dans le côté sympa de la chose, si vous voulez. Je mettrai des références par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue, tant pis si c'est dangereux.
les dessins animés étaient un bon vecteur de diffusion de quelques valeurs. On peut prendre, il y a des épisodes comme le Cosmocats où il y avait des morales. Par exemple, il y a un épisode où un personnage assez laid est poursuivi par un type qui a un aspect plutôt correct. Et la morale de l'histoire, c'était il fallait pas se fier aux apparences. C'est pas mal pour les enfants, je sais pas. Et puis, il y a des références subtiles à la lutte contre la pyramide, c'est-à-dire les élites. Hein, vous regarderez dans les Cosmocats, par exemple, le méchant Mumra est une momie qui vit dans une pyramide. Hein, il y a des références. Angel spirits of evil, transform this decayed form to Mumra, the ever-living! De même les Tortues Ninja, vous voyez, se battre contre un robot avec un œil unique. On a déjà dans le combat, on induit chez les enfants déjà le combat contre le nouvel ordre mondial quelque part, même si c'est pas conscient. À l'époque, c'est naissant et c'est pas clair encore. Et on a ça en fait, dans de nombreux dessins animés. Si vous regardez dans Cobra, par exemple, Cobra est un dessin animé tout à fait particulier. Ça s'adresse quand même parce que Cobra, c'est quand même des histoires et des personnages très bien travaillés. Maintenant, alors Cobra, quel est l'intérêt? Alors, lui, parce que c'est une époque encore virile, donc il a beaucoup d'ennemis femmes qu'il arrive assez facilement à battre, si vous voulez. Il combat les pirates de l'espace. Alors, avec la notion de pirate, c'est intéressant parce que les pirates de l'espace, il y a la notion de combat spatial. Vous savez, la guerre des étoiles initiée par Reagan, c'est-à-dire la compétition dans la sophistication militaire par les satellites et puis tout ce qui est technologie militaire. Bon, dans Cobra, on est dans l'homme déjà à moitié artificiel, puisqu'il a un bras avec un rayon delta il est à moitié robot quelque part. Mais il se bat contre des pirates de l'espace. Donc il y a bien la notion de pirates. Les pirates, c'est les anglo-saxons en général. Hein. C'est une culture qui s'est forgée par la piraterie. Hein. Je ne parlerai pas de Drake et de son cousin. C'est l'épopée nordique aussi qui coule dans les veines des Anglais et qui passe par les mers. Hein. Les Vikings ont toujours fait ça. Ils sont toujours passés par les mers, remonter les estuaires pour piller, violer, brûler et saccager tout ce qu'ils trouvaient. Donc la notion de pirate était éminemment accolé, si vous voulez, à la culture anglo-saxonne. Donc le fait qu'ils se battent contre les pirates de l'espace, mais si vous regardez Cobra, malgré des histoires très bien travaillées, c'est un peu quand même un détournement, parce que l'épisode final de Cobra, il finit par tuer Hitler. Et il y a des références aux nazis. Ça veut dire qu'il y a une inversion, si vous voulez, puisque les Allemands, les nazis combattaient les anglo-saxons avec une certaine lucidité. Je ne suis pas pro-nazi, hein. J'ai toujours dit que les gens qui essayaient de s'imposer par la force et de contraindre les autres à leur propre modèle étaient dans l'erreur. Mais il faut savoir que les anglo-saxons, c'est la même chose, mais de manière plus dévirilisée, puisqu'ils passent par les mouvements de mode pour imposer leur modèle. C'est la même chose, hein, sauf que ça se voit moins, si vous voulez. Et donc, dans Cobra, il y a quand même un rapport
détournée par la culture anglo-saxonne, avec le fait de dire que le mal, c'est les nazis. Pour moi, Roosevelt ou Churchill ou Adolf Hitler, ça ne vaut pas mieux, hein, si vous voulez. Il faut savoir, la famille Bush a financé Hitler pour dégrader l'Europe au profit de la passation de pouvoir entre l'Angleterre et les États-Unis. Hein, il faut être malin, les peuplades nordiques, il ne faut pas être manichéen, il faut voir l'histoire de manière lucide. Hein, il ne faut pas réfléchir en termes de j'appartiens à un clan ou pas. Il faut s'extraire de cette lutte fasciste-antifasciste, si vous voulez, pour vous apercevoir que ni les uns ni les autres ne sont dans la... Hein, il n'y a pas de bons et il n'y a pas de gentils. Et souvent, on s'aperçoit que ceux qui se font passer pour les gentils sont souvent les initiateurs de tous les drames les plus graves. Hein. L'histoire est plus subtile que ce qu'on essaye de nous faire croire. Donc, je disais, pour moi, Cobra est ambigu parce qu'il y a déjà l'homme robotisé. Alors, il y a le combat contre l'œil unique. Hein. On voit, il y a un épisode où il se combat une femme qui accapare un œil avec tout le savoir et qui veut dominer et donc, il arrive à dépasser ça. Mais ça finit quand même en tuant Hitler, si vous voulez. Donc, il ne faut pas être dupe non plus. Alors après, si on est malin, on peut... parce qu'on peut toujours dire qu'il y a du néo-fascisme gauchiste. Et dans ce cas, le mouvement nazi se transforme en néonazisme gauchisme juif extrémiste. Et dans ce cas, on peut toujours voir, par exemple, un épisode de Cobra où il vient au bout de la bonne femme qui veut s'accaparer l'œil unique, et dont le bout serait Hitler, si vous voulez, par le néonazisme juif extrémiste, pro-israélien et pro-nouvel ordre mondial. On peut, de toute façon, peu importe la personne, ce qui compte, si vous voulez, c'est la manière dont vous ressentez les dessins animés. Un dessin animé n'a pas la même signification pour les uns et pour les autres. Vous pouvez tirer l'expérience appropriée à votre propre rapport au monde, alors que les références sont pas les mêmes, si vous voulez. Chacun a son rapport au monde, et il y a des gens qui tireront d'un dessin animé des choses inverses. Parce que tout le monde est capable de se réapproprier les symboles en fonction de son rapport au monde, quel que soit votre courant. Par exemple, je vais vous dire, ce que je trouve de cocasse, par exemple, c'est que, je vous ai dit, le Goldorak est un dessin animé nationaliste japonais. Mais en France, la version française était chantée par Noam. C'est un juif qui chantait, qui avait une voix particulière, si vous voulez. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. Aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot des temps Donc vous voyez, on est vraiment dans un carrefour de différents courants qui ne sont pas du tout dans les mêmes mouvances. Et pourtant, les enfants peuvent en tirer des choses par rapport à leur imaginaire qui sont extérieures à ces courants induits, si vous voulez. Et donc, je disais, c'est intéressant de parler des dessins animés des années 80-90, parce que aujourd'hui, si on compare, il y a vraiment la génération mai 68 et Woodstock, avec les drogues, le matérialisme plat, le défaitisme crasse, et la complaisance dans ce matérialisme consumériste de soumission. On voit des dessins animés vraiment inintéressants, mal faits, si vous voulez. Hein. Le Bob l'éponge, même
les Teletubbies, même les trucs qui sont pas des dessins animés, mais si vous regardez, on a des séries télé aujourd'hui qui sont assez pourries, moi je trouve. Ouais, on a des dessins animés, je sais pas, le Titeuf, c'est vulgaire, c'est laid. On a vraiment des dessins animés. Les enfants sont pas gâtés au niveau des dessins animés. Et je dis, avec l'explosion des chaînes de télévision sur le satellite, on s'y reconnaît pas. Il y a il y a pas de repères et puis il n'y a pas d'animateurs. Les dessins animés sont balancés comme ça, si vous voulez. Le fait d'avoir des animateurs qui présentent le programme, c'est toujours une base, un repère. Et puis les dessins animés d'aujourd'hui ne sont pas au niveau, si vous voulez. Alors il y a quand même quelques dessins animés qui tiennent la route. Hein. On voit, il y a des séries qui sont prolongées. Les Transformers sont prolongés, les Tortues Ninja, mais c'est diffus, c'est dans des tas de trucs. Et puis, bon, je ne suis pas du tout lapin crétin. Je trouve que ça, c'est vraiment la tapétocratie qui se complaît dans le n'importe quoi. La série TV, les lapins crétins, dans un nouveau DVD. Mais pourquoi sont-ils si drôles? Parce qu'ils sont complètement crétins. Les lapins crétins, le nouveau DVD avec 4 magnettes en cadeau en édition limitée. Également disponible en VOD. Et les machins avec un seul œil aussi, j'aime pas ça du tout. Je trouve que ça va avec vraiment la crasse, si vous voulez. Et ça serait bien d'avoir une impulsion qui permette aux enfants de plus être éparpillés, d'avoir une tenue, si vous voulez. C'est curieux, l'éclatement des chaînes va avec l'individualisme forcené, si vous voulez, et le moi-je. À la limite, de ne pas avoir trop de chaînes de télévision, c'est aussi une bonne chose, parce que les jeunes, au lieu de regarder la télévision et de rester devant leur ordinateur, ils sortent, ils se rencontrent et ils s'amusent entre eux. Et c'est toujours mieux que de rester devant une télévision, si vous voulez. La télévision et les satellites, c'est vraiment le symptôme des adultes absents, absorbés par un monde de travail stérile, et les enfants détournés par subtilement un système. Hein. Et on le voit avec l'influence très malsaine, si vous voulez, du gouvernement socialiste sur les jeunes, et qui va avec le fait que le lobbying des entreprises, des nouvelles technologies fait qu'aujourd'hui, on est en train d'obliger, si vous voulez, l'éducation nationale à faire des contrats avec les groupes bercés dans les nouvelles technologies. Et on voit que les socialistes sont en train de déverser leur homosexualité mai 68arde sur les nouvelles générations et de faire des choses tout à fait perverses, si vous voulez. Où avez-vous vu des militants LGBT intervenir dans les écoles de la République? Mais monsieur, il y a des militants LGBT qui interviennent dans les écoles de la République. Coucou! Ce serait bien que vous vous rendiez compte quand même. C'est un peu inquiétant que les journalistes ne le sachent pas quand même. Très bien. Bon, voilà, ça n'est pas une réponse. Ma question c'est où? Eh bien, renseignez-vous. Vous ne répondez pas. Renseignez-vous. Vous ne répondez pas. Je peux même vous dire que vous ne répondez pas. Je dis être un journaliste incompétent, mais vous ne répondez pas. Je vais vous donner le nom de l'école. Ah, je vous dis que ça a même commencé sous Luc Châtel. Voilà. Donc je vous le dis très clairement, vous tapez Google LGBT dans les classes et vous allez trouver très facilement, croyez-moi, un certain nombre d'articles de vos confrères. Quand vous laissez entendre que des militants homosexuels interviennent dans nos écoles, je vous dis simplement que vous alimentez la rumeur vous aussi, mais très bien. Non, je dis la vérité, monsieur Calvi. Il faut assumer, hein, quand on fait une politique, il faut la vérité, l'assumer. ça sera quand vous donnerez le nom d'une école, vous pourrez le prouver. Mais moi, je ne le sais pas, je n'ai pas honte de le dire. Et je vous dis qu'à ma connaissance, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Voilà, vous dites je sais pas. Voilà, ça c'est bien, ça c'est mieux. Et vous non plus. Bon, les familles, si je le sais, monsieur. Genre, excusez-moi, j'ai pas apporté les documents, j'en ai apporté pas mal déjà ce soir, parce que quand on est face à monsieur Moscovici, il faut toujours avoir les preuves de ce qu'on dit. Mais je vous dis juste je qu'on n'ai peut pas affoler les celle-là. familles françaises mais on inutilement, l'apportera. c'est tout. Mais à chaque fois que j'ai une émission, de toute façon, le lendemain sur le site internet, vous avez tout ce qu'il vous faut. Le poisson lune. Il m'a fait briller comme un soleil. Félix et Léon s'aiment. Deux poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2.
Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Et de quoi ça parle? Qu'est-ce qui est important dans l'histoire? Qu'est-ce que j'ai voulu dire à votre avis? Dans cette histoire, c'est deux garçons. Dans les contes de princesse, c'est une fille et un garçon qui s'aiment. C'est un film qui a été créé pour ceux qui aiment, par exemple, un gars et un gars et une fille. Donc c'est fait que pour ces personnes-là? Non, mais c'est pour... ça parle de l'homosexualité. C'est une histoire d'amour entre deux garçons. Ils ont 9 ou 10 ans et leur institutrice estime qu'ils ne sont pas trop jeunes. Ils ne sont pas encore rentrés dans l'adolescence. C'est un sujet qui ne les fait pas rire encore ou qui ne rend pas nerveux. Enfin voilà, ils sont plus spontanés en fait à cet âge-là. En annonçant la projection, elle s'est rendue compte que tous connaissaient le mot homosexualité et sa signification. Un seul élève a alors eu une réaction de rejet. Tous ont réfléchi. Si deux garçons s'aiment, c'est pas un défaut? D'accord. Bon, tu pensais que c'était un défaut au départ? Bah ouais, un peu, mais non, pas du tout. On peut aimer la personne qu'on veut. C'est vraiment une question d'éducation, la lutte contre l'homophobie, qui a des conséquences assez graves après au collège. Et c'est dès le primaire qu'il faut en parler. Et on se rend compte quand on explique ce que c'est, ça résout en fait le problème. Malgré sa poésie, le court-métrage a choqué. Des associations, des hommes politiques outrés qu'on ose parler homosexualité à l'école. Le ministre estime que le film n'a pas vocation à être diffusé en primaire, mais il ne l'a pas interdit. À Morlaix, les parents n'ont rien entrepris contre la projection, mais ils se sont posé des questions. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord parler de sexualité avant d'homosexualité? Ils n'ont pas encore eu ce programme-là à l'école. Faut-il parler homosexualité à des enfants de CM2? Les psychiatres sont partagés. Selon Didier Lauru, la sexualité des adultes ne regarde pas les enfants de cet âge. Il y a déjà tellement de sollicitations par les discours des adultes autour d'eux qui parlent de sexualité un peu trop crûment, un peu trop facilement devant les enfants. Il y a les images, sans parler de la pornographie, auxquelles ils peuvent, vous le savez, avoir accès de plus en plus facilement malgré les protections. Donc je pense qu'il ne faut pas en rajouter, même si c'est sous forme d'un dessin animé, de formes qui sont plus adaptées à leur âge. Une dernière question à l'un et à l'autre. Je suis contre la GPA, je suis contre la PMA, je suis pour la défense des familles, je suis pour baisser les impositions fiscales sur les familles qui aujourd'hui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Je suis pour le retour, le retour sur la loi sur le mariage homosexuel sans démarier les gens qui auront été mariés. Je suis absolument opposé à la théorie du genre et je suis pour que ce soit l'école qui transmette le savoir et les parents qui éduquent et élèvent leurs enfants. Voilà. Voilà. J'ai été clair là. Alors, il y a la propagande pro-gay et puis la théorie du genre avec la lesbianisation et puis la féminisation et l'homosexualisation des jeunes dès le départ. Je crois que la laïcité, c'est aussi ce qui protège l'enfant, c'est ce qui protège tous les enfants et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Donc la République doit leur offrir la religion à la maison. À la maison, oui. Non, chaque enfant doit pouvoir accéder à des lieux qui lui permettront lui-même ensuite de faire son choix. Mais ne prenez pas et c'est le cadre de l'école publique. C'est le cadre de l'école publique. Parmi les élèves, une invitée un peu particulière. À quelques semaines de l'examen du texte autorisant le mariage homosexuel, le gouvernement a pour mission de convaincre même les plus jeunes. Ça veut dire que finalement pourront se marier des gens qui s'aiment même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Et puis il y a aussi subtilement la promotion de la pédophilie, si vous voulez, hein, en utilisant les jeunes de manière ambiguë et en les sexualisant alors que ça ne correspond absolument pas à l'âge. But tonight is not just fun, it also has serious messages. People believe in many different things. I would like to tell you and explain to you what I believe.
I believe the children are the future. Teach them well and let them lead the ways. I know them beauty that they possess inside. Give them a senses of pride to make it easiest. The children's laughter remind us how we used to be. To them, tick-tock. I wanna sex you up. Let me take off all your clothes. Disconnect the phone so nobody knows. Let me light a candle so we can make it better. Making love until we drown. I want to sex you up. Make sweet loving all night long. Feels so right, it can't be wrong. I want to sex you. I love it, Portugal, people. C'est pour ça que c'est important de se pencher sur les dessins animés, faire le comparatif entre les années 80-90 où il y avait encore quelque chose, si vous voulez. Et aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de pervers. Et j'aimerais bien pouvoir attirer l'attention sur le fait que il faut protéger les jeunes. Le psychisme des jeunes est quelque chose de fragile. Et c'est une période clé où les choses se mettent en place. Et on ne peut pas salir tout ça avec de l'ambiguïté, si vous voulez. Et moi, j'ai eu la chance d'être encore dans les années 80, la période où Canal+ n'avait pas sali le monde médiatique français. Voilà. Bon, je voulais faire une vidéo comme ça pour parler de ça, parce qu'on peut parler d'économie, de géopolitique, mais il faut savoir aussi s'intéresser à des sujets qui paraissent anodins comme ça, mais qui sont de premier plan. Je pense que moi, dans les choses que auxquelles je m'intéresse, l'enfance a une place de premier choix, si vous voulez. Hein. C'est même une des choses les plus importantes.